Alors, il y a eu un petit schmilblick avec la caméra lors de la conférence et il n'y a pas eu la conclusion de filmer. Donc, vous n'entendrez pas les crépitements des applaudissements, mais je compte sur vous derrière votre caméra. Et je voulais reprendre, juste pour cette conclusion, parce qu'il est bon d'aller jusqu'au bout de sa pensée, je voulais reprendre sur l'attaque du général tsariste Kornilov, le 25 août 1917, qui fonce avec les Cosaques du Don sur la capitale. Kerensky donc panique, démet le général de ses fonctions, et en 3 jours, ce sont les soviets de Pétrograd qui prennent la tête de la résistance et qui le mettent en déroute. Ils redeviennent ainsi, comme je le disais, l'épicentre du contre-pouvoir ouvrier, et la classe ouvrière de la capitale comprend bien à ce moment-là qu'une victoire d'un général tsariste, la victoire de Kornilov, signifierait son écrasement dans une sanglante revanche. Et les soviets font alors appel pour l'organisation aux bolcheviks. Et Lénine donc lance le mot d'ordre, c'est celui sur lequel se terminait ma dernière intervention. Aucun soutien à Kerensky, lutte contre Kornilov. Les ouvriers creusent des tranchées, les cheminots font dérailler les trains, les bolcheviks se montrent les plus énergiques, les plus organisés dans cette lutte, et ils font véritablement à ce moment-là basculer dans le camp révolutionnaire des régiments blancs entiers au moment de cette agitation. Le coup d'État de Kornilov est un échec lamentable et ses troupes et lui-même sont arrêtés. La mobilisation des bolcheviks a été le facteur décisif qui a fait échouer cette tentative de coup d'État contre-révolutionnaire. Et dès lors, il est de plus en plus évident pour Lénine, pour Trotsky, que le moment est venu d'en finir avec la situation du double pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement provisoire et les soviets de députés, ouvriers et soldats de Pétrograd. Le 29 septembre, Lénine déclare « La crise est mûre ». Il faut mobiliser toutes les forces pour inculquer aux ouvriers et aux soldats l'idée d'une absolue nécessité, d'une lutte acharnée, ultime, décisive pour le renversement du gouvernement de Kerensky. Tout l'honneur du parti bolchevique est en jeu, tout l'avenir de la révolution ouvrière internationale pour le socialisme est en jeu. Attention, c'est très important ça, parce que la capacité à poser la question de la prise de pouvoir montre si oui ou non un parti ouvrier a de réelles capacités révolutionnaires. C'est l'adaptation, enfin ça c'est Trotsky qui disait ça, l'adaptation la plus gigantesque quand le parti prolétarien doit passer de la préparation, de la propagande, de l'organisation, de l'agitation à la lutte immédiate pour le pouvoir, à l'insurrection armée contre la bourgeoisie. Le parti bolchevique a surmonté cette épreuve en s'engageant lui-même dans la lutte armée pour le pouvoir, faisant alors la preuve de qualité révolutionnaire sans précédent. Bien sûr, quelques divergences opposent Trotsky, Lénine quant à la date, par exemple, du soulèvement. Trotsky, Kamenev, Zinoviev sont partisans d'attendre le terme du deuxième congrès des soviets. Et Lénine dit « il faut placer celui-ci devant le fait accompli ». Finalement, ils finissent par se mettre d'accord et le 10 octobre, ils rallient la majorité du parti à une insurrection qui sera cautionnée après coup, bien sûr, par le congrès des soviets. La date est donc fixée à la veille de l'ouverture du deuxième congrès des soviets qui doit se réunir le 25 octobre. Le 16 octobre 1917, un comité militaire révolutionnaire est créé au sein du soviet de Pétrograd et dirigé par Trotsky, qui va être le président de ce dernier. Il est composé d'ouvriers, armés, de soldats, de marins, qui constituent véritablement le fer de lance de la révolution. Ils s'assurent le ravitaillement ou la neutralité, le ralliement, ou la neutralité de la garnison de la capitale et préparent méthodiquement la prise d'assaut des points stratégiques de la ville, les ponts, les postes, les gares, etc. La préparation se fait pratiquement presque au vu et au su de tous. Les plans sont même livrés par Kamenev et Zinoviev et sont disponibles dans les journaux. Et Kerensky vient lui-même, d'ailleurs il le dit, à souhaiter l'affrontement final qui, pense-t-il, serait l'occasion évidemment d'écraser définitivement les bolcheviks. En fait, l'insurrection avait été annoncée publiquement aux délégués révolutionnaires élus dès ce moment-là. Le 18 octobre, Trotsky lui-même l'annonce à la conférence de la garnison de Pétrograd. La bourgeoisie, dit-il, sait
que le soviet de Pétrograd proposera au congrès des soviets de prendre le pouvoir en main. Prévoyant la bataille inévitable, les classes bourgeoises s'efforcent de désarmer Pétrograd. À la première tentative de la contre-révolution pour supprimer le congrès, nous répondrons par une contre-offensive qui sera implacable et que nous pousserons jusqu'au bout. Le 24 octobre, l'offensive est lancée contre ces fameux points stratégiques. Et le 25, le palais d'hiver où se trouvait le gouvernement tombe devant les insurgés, appuyé par les marins du croiseur Aurora. Kerensky tente de lever des troupes contre eux, mais c'est un échec. Et à 2 heures du matin, tout est terminé. Les ministres du gouvernement se laissent emmener à la forteresse Pierre et Paul. La plupart des habitants de la ville, mais alors, ne se sont rendus compte absolument de rien. Les tramways ont continué à circuler. Et John Reed, le journaliste américain qui a écrit Les 10 jours qui ébranlèrent le monde, a dîné tranquillement à l'Hôtel de France, tout près de la place du Palais. Le 26 octobre, lorsque s'ouvre le congrès des soviets, Trotsky lancera assez sèchement, c'est moins qu'on puisse dire, aux délégués des partis de gauche, hostiles aux bolcheviks: votre rôle est terminé. Allez où est votre place? Dans les poubelles de l'histoire. Dans les heures qui suivent son ouverture, le Congrès adopte les décrets qui transfèrent tous les pouvoirs aux soviets et adopte également un décret sur la terre, sur la paix, sur les nationalités et sur le contrôle ouvrier sur la production. Les bolcheviks ont pris en 33 heures les mesures que le gouvernement provisoire n'avait été pas capable de prendre en 8 mois d'existence. La révolution n'a donc pas été un simple coup d'État organisé par une minorité. Au contraire, les ouvriers et les militaires de Pétrograd ont reconnu leurs aspirations dans le programme bolchevique et lui ont accordé leur soutien, sans lequel la prise de pouvoir aurait été impossible. Il n'y eut, écrit Trotsky, presque point de manifestation, de combat de rue, de barricades, de tout ce que l'on entend d'ordinaire par insurrection. La révolution n'avait pas besoin de résoudre un problème déjà résolu. La saisie de l'appareil gouvernemental pouvait être effectuée d'après un plan, avec l'aide de détachements armés relativement peu nombreux, partant d'un centre unique. Le calme dans les rues. En octobre, l'absence de foule, l'inexistence de combat ont donné aux adversaires des motifs de parler de conspiration d'une minorité insignifiante, de l'aventure d'une poignée de bolcheviks. En réalité, les bolcheviks pouvaient ramener au dernier moment la lutte pour le pouvoir à un complot, non point parce qu'ils étaient une petite minorité, mais au contraire parce qu'ils avaient derrière eux, dans les quartiers ouvriers et les casernes, une écrasante majorité, fortement groupée, organisée, disciplinée. Ça, c'est Trotsky. Non seulement, donc, la révolution d'octobre n'a pas été un coup d'État, c'est-à-dire une opération menée dans le dos du peuple, mais elle fut organisée au grand jour, lorsqu'il fut clair pour tout le monde que les bolcheviks bénéficiaient du soutien décisif des masses. Ils appliquèrent à la lettre ce mot de Saint-Just, qui date de 1794, « oser ». Ce mot renferme toute la politique de votre révolution. Et alors pourquoi? Pourquoi nos historiens bien pensants, plutôt mal pensants, continuent-ils à claironner que ce ne fut qu'un coup d'État? Eh bien, pour prouver que les bolcheviks, ce parti d'avant-garde, n'était pas légitime. Et si un parti révolutionnaire aujourd'hui se rêvait à vouloir réitérer ce type de révolution, eh bien, il serait comme les bolcheviks, hors la loi. Et la boucle est bouclée. Et lorsqu'on relit Lénine, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui, comme hier, la volonté d'étouffer dans l'œuf ou de refouler toute tentative révolutionnaire guide les pas de nos gouvernants. Je cite, « La haine sauvage que nous porte la bourgeoisie illustre de la façon la plus concrète cette vérité que nous montrons correctement au peuple, les voies et les moyens qui permettront de mettre fin à la domination de la bourgeoisie. » On pourrait ainsi, à propos d'autres événements de cette révolution, mettre à bas les explications fallacieuses des historiens dominants qui sont soi-disant objectifs puisqu'ils sont anticommunistes, chercher l'erreur. Aussi faut-il continuer à expliquer et expliquer encore
car comme Dimitrov le lançait à Göring lors du pseudo-procès des incendiaires communistes du Reichstag, les contre-révolutions sont des parenthèses de l'histoire, l'avenir appartient aux révolutionnaires. Et pour cela, on a besoin des masses conscientes. La lutte des classes n'est pas un concept périmé. Au contraire, les peuples d'aujourd'hui la vivent dans leurs tripes chaque jour. Elle leur est plus que jamais d'actualité et la connaissance approfondie et rigoureuse des événements et des débats qui ont animé nos ancêtres au sens filial du terme doit être plus que jamais au cœur de notre héritage scientifique. Merci à vous.